Le deuxième exposé concerne le concept de gestion adaptative des forêts. C'est quelque chose dont on parle maintenant dans le monde forestier depuis quelques années. Cet exposé sera fait par Thomas Cordonnier, qui est ingénieur-chercheur à l'IRSTEA à Grenoble, ex-CEMAGREF. Et il nous montrera comment ce concept peut trouver... Alors, gestion adaptative, le mot est un peu perturbant, parce qu'en fait, il utilise la racine adaptation, mais dans ce sens, gestion adaptative, on pourrait le traduire apprentissage en marchant, hein, en français. C'est un terme qui vient de l'anglais, et comme parfois sa traduction n'est pas très adéquate. Donc il nous montrera un peu les atouts de cette approche et aussi les limites. Et enfin, le troisième exposé va nous tracer des perspectives ouvertes par une approche intégrée des processus de dynamique, de fonctionnement et de diversité, dans le cas d'une vaste expérimentation menée sur le mont Ventoux, en Provence. Et cet exposé sera fait par François Lefebvre, qui est directeur de recherche à l'INRA d'Avignon. Voilà, donc je vais maintenant te rendre la parole, ou passer la parole au premier. Je vais reprendre le manche pour inviter Myriam Nevé à venir nous présenter son exposé. Alors je rappelle à tous les intervenants que le temps légal, c'est 20 minutes. Et la raison en est toute simple, c'est qu'on souhaite avoir une discussion avec la salle à l'issue des présentations. Je voudrais d'abord remercier Yves Biraud de m'avoir invité à parler devant vous. Et donc, je vais essayer de vous présenter en 20 minutes les mesures d'adaptation mises en œuvre par les gestionnaires forestiers et par l'ONF en particulier. Je suis venue devant cette même assemblée faire une présentation sur l'adaptation en 2007. Et donc j'ai replacé ici une chronologie qui démarre à ce que je considère souvent comme un événement fondateur pour l'adaptation concrète dans la gestion, qui est le projet Carboform. Et on voit qu'entre 2007 et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Donc j'ai situé un certain nombre d'événements, soit internes à l'ONF, comme l'atelier entre l'INRA et l'ONF qui a servi de base à cette réflexion sur l'adaptation au changement climatique, des événements plus institutionnels comme la création du réseau mixte technologique AFORCE ou le lancement du plan national d'adaptation au changement climatique, mais aussi la sortie de nombreux projets de recherche. Et donc le parti pris de mon exposé est simple, il est d'essayer de retracer ce qui s'est passé dans l'intervalle entre cette première présentation en 2007 et aujourd'hui, quel recul on peut avoir sur les mesures d'adaptation que l'on avait prononcées à cette époque-là. Alors on voit que cet intervalle, c'est aussi effectivement celui qui sépare les deux rapports successifs du GIEC. Alors, les éléments du diagnostic initial, je vous les évoque très rapidement sans les reprendre. Nous sommes partis d'une prise en compte de l'évolution du climat observé et de l'évolution attendue. À l'époque, au démarrage de notre réflexion, c'était l'évolution attendue telle qu'elle était décrite par Météo France sur la base du modèle ARPEJ. D'autre part, les modifications soit observées sur fond vert ici, ou attendues du fonctionnement des couverts forestiers, donc modifications portant par exemple sur la phénologie, sur la croissance ou sur l'évolution du régime des crises climatiques ou biotiques, et les évolutions surtout attendues et parfois un peu observées de la répartition des espèces et principalement des espèces d'arbres. Donc j'ai illustré ça avec quelques images issues de travaux qui ont
apporte un éclairage qui est important et qu'on ne peut pas ignorer dans notre démarche. Alors ce projet QDI va apporter d'autres informations, et en particulier sur un plan plus concret pour les forestiers, il a mis en évidence la vulnérabilité potentielle de 2 essences que jusqu'ici on avait considérées comme plutôt fiables, le chêne sessile et le pin sylvestre, et ça a immédiatement nécessite la remise à jour du diagnostic de vulnérabilité que je vous ai présenté à la diapo immédiatement avant. Alors en matière de diagnostic de vulnérabilité, évidemment, de nombreuses perspectives et questions s'ouvrent maintenant devant nous. En matière de perspectives pour ce qui est de l'ONF, on en est maintenant à envisager très concrètement d'utiliser dans la pratique et dans l'aménagement forestier des modèles d'impact du changement climatique pour choisir nos essences. Et plus particulièrement le modèle IKS, donc développé par mon collègue Hervé Le Boulaire, qui est un modèle qu'on peut assimiler à la famille des modèles corrélatifs, un modèle d'aire de répartition, qui est relativement robuste et très générique, donc qui offre un certain nombre d'intérêts. On envisageait aussi, enfin j'ai moi-même proposé un projet à l'ANR pour développer une plateforme de simulation des impacts, projet qui pour l'instant n'a pas été retenu. Et je reviendrai sur cette question-là. En matière de questions, évidemment, toutes sortes de questions se posent. Sur le plan technique, pour décrire le milieu, on peut se demander typiquement, est-ce qu'il faut absolument chercher à toujours affiner les échelles de description, ou est-ce qu'il faut plutôt procéder par scénario, et dire au gestionnaire, j'ignore quelle est la réserve utile qui se trouve dans votre massif, mais vous le savez, et moi je peux vous donner un scénario dans le cas où cette réserve utile est de 50 mm et dans le cas où elle est de 100. Donc ça conduit à des choix techniques assez différents dans la façon dont on va procéder. Cette histoire des sols, d'ailleurs, soulève d'autres questions, et en particulier, les questions soulevées par le changement climatique nous font regretter de ne pas avoir pour l'instant mis en place un système cohérent et intégratif de représentation des sols forestiers. On a de multiples descriptions détenues par des organismes divers, mais pour l'instant, on n'est pas capable d'en faire, de les capitaliser dans un système commun, et en l'occurrence, c'est bien dommage. Une autre question encore, quelle est la place des modèles basés sur les processus dans l'adaptation concrète? Ce sont des modèles qui coûtent très cher, qui sont très complexes, mais on a vu précédemment qu'ils apportaient un éclairage dont il est difficile de se passer. Et puis après, au-delà des questions techniques, il y a des questions de mise en œuvre qui se posent, et en particulier, quels moyens pour la recherche et développement? Et j'ai mis à dessin un petit R et un gros D, parce que la recherche a ses dispositifs de financement, le développement me paraît beaucoup plus fragile. Et il me semble que dans l'intervalle de temps dont je vous parle aujourd'hui, les choses ne se sont pas forcément améliorées sur ce plan. C'est-à-dire que l'écart entre la recherche et la gestion me paraît susceptible de se creuser pour des raisons d'évolution interne de la recherche et de problèmes de moyens du côté du développement. Deuxième principe d'adaptation, faire évoluer la composition des peuplements. Alors le principe était simple, choisir des essences adaptées. Bon, quand on le dit comme ça, c'est très vertueux. Concrètement, ça veut dire essentiellement chercher à remplacer les essences qui nous paraissent les plus vulnérables dans les stations les plus critiques. Et cette évolution se faisant nécessairement progressivement, puisque ça se fait au fil des régénérations et à l'échelle des aménagements. Donc il ne s'agit pas d'un mouvement massif imposé d'en haut. Et cette évolution se fait également graduellement avec différents niveaux d'intervention, sachant que la simple régénération naturelle in situ laisse une part à une certaine évolution du matériel végétal par l'adaptation spontanée. Au-delà, on peut faire évoluer une composition des essences en place. Et puis, troisième niveau, on peut apporter du matériel végétal nouveau par plantation. Cette recommandation était assortie d'une forte recommandation en faveur du mélange des essences, qui par ailleurs était un mouvement déjà impulsé auparavant. Des exemples de réalisation, d'abord à l'échelle d'un aménagement, la forêt domaniale de Vierzon a été aux prises avec un dépérissement très fort du chêne, et du chêne pédonculé en particulier, mais aussi du chêne sessile. Et donc les forestiers se sont trouvés en demeure de faire évoluer la composition de leur peuplement. Là, ils n'avaient pas le choix, des parcelles, des cantons entiers ont dû être récoltés et il fallait les replanter.
Donc les évolutions tracées par l'aménagement consistent à diminuer fortement la part du chêne pédonculé dans ce massif qui est hydromorphe, hein, donc qui forcément est mixte, d'augmenter, donc de remplacer ce chêne pédonculé par du chêne sessile ou par des pins maritimes ou sylvestres, suivant la contrainte d'hydromorphie de la station. Et le tout sans bien sûr chercher à éradiquer le chêne pédonculé, ça n'est évidemment pas l'objectif, mais en cherchant plutôt à maintenir sa place dans le paysage tout en introduisant ces nouvelles essences avec des techniques un peu nouvelles, un peu conçues pour l'occasion, par exemple de plantation à faible densité dans le recru de chêne pédonculé. Un autre exemple à l'échelle, cette fois d'une région, il s'agit des orientations pour l'aménagement dans les plaines du Nord-Ouest, où là, très globalement, à l'échelle de la région, il y a une recommandation générale qui a été impulsée de diminuer les surfaces de chêne pédonculé et de hêtres au profit du chêne sessile. Alors, dans pas mal d'endroits, et en particulier en Haute-Normandie, c'est une évolution qui était déjà ancienne, hein, qui a pris son origine dans les dépérissements de hêtres dans les années 80. Mais ce graphique vous montre que lorsque les forestiers décident de faire évoluer la composition de leur peuplement, ils y vont lentement, mais ils y vont sûrement. Là, on a pu mesurer une certaine évolution. Un autre exemple de réalisation, cette fois dans un guide technique, il s'agit du guide de sylviculture du hêtre en zone continentale, où là, à partir des données issues du projet Carbophore et des travaux de Vincent Badeau sur la modélisation de l'ère du hêtre, j'ai proposé des seuils climatiques assortis de préconisations concernant la place du hêtre, formulées en termes de déficit hydrique, en essayant d'avoir un critère à la fois simple, accessible et en même temps objectif. Alors, dans le cas des hêtraies continentales, l'enjeu était de se trouver en présence de très grandes surfaces de hêtres. La hêtraie française se trouve très concentrée dans le nord-est de la France, et de commencer à amorcer une évolution. On a essayé d'adapter la démarche aux hêtraies pyrénéennes, mais je ne vais pas détailler parce que je sens que je vais sinon être prise par le temps. Donc en matière d'évolution de la composition des peuplements, là encore beaucoup de questions se posent à nous. D'abord la part de la variabilité intraspécifique. Si l'on parle de transfert de provenance, finalement la démarche peut être assez comparable à un changement d'essence. Le type d'approche et les problèmes pratiques posés sont sensiblement les mêmes. Et quant à la variabilité intrapeuplement et à l'adaptation spontanée, tous les forestiers en sont convaincus, aimeraient s'appuyer sur cet espoir, mais il faut bien reconnaître que pour l'instant, ça reste assez intellectuel. Quelle efficacité, est-ce qu'on peut mesurer, prédire l'efficacité de ce type d'adaptation, et est-ce qu'il y aurait des préconisations pratiques à mettre en œuvre pour la favoriser? Une autre perspective importante est d'explorer la chaîne des incertitudes, puisqu'on a les moyens de le faire. Donc j'ai représenté cette chaîne des incertitudes ici, qui commence par les scénarios, se poursuit par les modèles climatiques, la descente d'échelle, enfin leur régionalisation, et ensuite les modèles d'impact. Donc c'est toute une chaîne de modélisation dans laquelle pour l'instant on n'a pas exploré l'ensemble des incertitudes. Une autre question très importante, quelle est l'acceptabilité de ces évolutions de composition des peuplements? Quels vont être les coûts? Qui va les prendre en charge? Alors, très concrètement, à l'ONF, on réfléchit maintenant à une mise en place effective de ces modèles d'impact et à leur utilisation pour tester de nouvelles essences et relancer une démarche donc, de tests d'introduction, et pour laquelle on se pose des questions de mise en œuvre. Est-ce qu'on doit suivre un modèle plutôt de type recherche et développement, ou est-ce qu'on doit se rapprocher de quelque chose qui pourrait ressembler à ce que Thomas va nous décrire en matière de gestion adaptative? Une autre recommandation importante donc, était de dynamiser la sylviculture. Alors quel lien entre cette dynamisation de la sylviculture et le changement climatique? En fait, il y a une multitude de liens assez différents. D'abord, la première motivation historique de cette dynamisation de la sylviculture était la prise en compte des changements de productivité. Et ça a été formulé à l'ONF dès 1996, donc très très tôt, dès le début de la mise en évidence de ces changements de productivité. Une autre motivation est de diminuer l'exposition des peuplements aux aléas, qu'il s'agisse de vent, de stress hydrique
ou de vulnérabilité globale par rapport à l'ensemble des stress climatiques ou biotiques. Une autre motivation encore totalement différente peut être d'accélérer l'adaptation. Plus on raccourcit les cycles et plus on permet à l'adaptation spontanée in situ de se produire, ou même à l'adaptation active par changement d'essence d'avoir lieu. Et enfin, la dynamisation de la sylviculture, bien évidemment, permet de contribuer plus efficacement à l'effort d'atténuation en fournissant plus de bois, matériaux énergétiquement vertueux. Alors en matière de réalisation pratique, là c'est un gros chantier à l'ONF qui en quelque sorte dépasse le changement climatique et qui s'est traduit par la mise au point de guides de sylviculture, mis au point avec des référentiels sylvicoles précis, souvent établis avec la plateforme de modélisation CAPSIS, dont je crois mes collègues vont vous parler de façon plus poussée. Et donc cette dynamisation de la sylviculture se traduit généralement par des durées de production précisées, raccourcies et modulées en fonction de la qualité potentielle du bois, du type de sylviculture mise en œuvre ou de la fertilité de la station. Alors, question et perspective, cette dynamisation de la sylviculture, elle a ses limites. C'est forcément un compromis entre productivité et qualité, entre production de bois et préservation des stades âgés, pour lesquels l'ONF a mis en œuvre des dispositifs spécifiques de conservation, de type îlot de vieux bois. C'est aussi un compromis lorsque on veut maîtriser le bilan hydrique entre la gestion du couvert principal et la réaction du sous-bois aux éclaircies fortes que l'on peut faire. Et évidemment, se posent de nombreuses questions. Est-ce qu'en jouant sur la structure des peuplements, on peut améliorer leur résistance au stress hydrique? Est-ce qu'on peut réellement mettre en œuvre des mesures de maîtrise du bilan hydrique par maîtrise de la surface foliaire des peuplements? Et vous avez là en illustration une expérimentation qui a été mise en place à cette fin en cédret, donc pour tester si des éclaircies fortes, comparées à des éclaircies beaucoup plus modérées, pouvaient améliorer la résistance des peuplements au stress hydrique. Quatrième grand axe de recommandation, maîtriser les risques ou leurs impacts. Donc maîtriser les risques en matière forestière, c'est assez limité. On peut maîtriser la vulnérabilité des peuplements liés à l'activité humaine, et en particulier maîtriser le tassement ou les pertes de fertilité. Donc il y a des chantiers ouverts là-dessus à l'ONF. Mais en matière d'adaptation, malgré tout, leur efficacité reste probablement limitée. Une autre perspective importante est d'améliorer la culture de gestion de crise, puisque de façon certaine, on se dirige vers un régime de crise plus fréquente et plus grave. Et pour ça, il y a eu un certain nombre de progrès réalisés dans ces dernières années. Et en ce qui concerne plus spécifiquement l'activité au cours de la période que je décris, avec l'aide du réseau mixte technologique à force, nous avons essayé de rédiger un guide de gestion des forêts en crise, parce qu'on s'est rendu compte que lorsque les forêts étaient soumises à une crise biotique, un dépérissement, il se posait un certain nombre de questions génériques qui méritaient d'être capitalisées et rassemblées dans un guide. Pardon. Enfin, la dernière recommandation était de suivre en continu les effets des changements globaux. Et donc là, le message le plus important est de souligner l'importance majeure des réseaux nationaux, l'inventaire forestier, le réseau Renécofor, le réseau 1616 ou le réseau des correspondants observateurs de la santé des forêts, ainsi que l'ORE Forêt, qui sont vraiment l'infrastructure qui permet d'observer le changement climatique. Et les vignettes que j'ai reprises là illustrent des travaux qui s'appuient sur chacun de ces réseaux. Donc ici, la thèse de Marie Charrue qui s'appuie sur les accroissements mesurés par l'inventaire forestier national. L'inventaire forestier national également sert de base à ces travaux de modélisation, en particulier les modèles de type corrélatif, qui souvent s'appuient sur la distribution des espèces observées par l'inventaire forestier national. Ici, des modélisations des événements phénologiques. Alors, je crois qu'il s'agit de la phénologie foliaire du hêtre et de son évolution sous l'effet du changement climatique, modélisée grâce aux données du réseau Renécofor,
ou encore un modèle de risque d'atteinte du chêne pédonculé par l'encre qui a été établi grâce aux données de la santé des forêts. Donc, plutôt que d'imaginer des observatoires ad hoc, qui est une tentation qui revient souvent, en particulier lorsque survient un dépérissement, eh bien, il faut se rappeler que les outils les plus efficaces sont les réseaux nationaux. Progresser pose des questions compliquées de moyens. On est à une période où les moyens publics ne sont pas en hausse, ça ne vous aura pas échappé. Ça pose aussi des questions scientifiques complexes. Qu'est-ce que c'est qu'observer un changement climatique? En fait, ça mobilise l'ensemble des questions écologiques et il n'y a pas réellement de méthode ou de protocole adapté spécifiquement à l'observation des changements climatiques. Et la question est plutôt d'organiser l'ensemble de l'observation pour faire dialoguer toutes ces données. Et alors, un dernier point pour signaler qu'en matière d'observation des effets du changement climatique ou de l'adaptation, une démarche est actuellement lancée par le ministère de l'Agriculture sous l'égide du GIP Ecofort pour essayer de cerner ce que pourraient être des indicateurs du changement climatique et de l'adaptation. Voilà, donc je termine ce panorama que j'ai dû effectuer à très haute altitude pour pouvoir couvrir l'ensemble du paysage. Je m'en excuse si ça a été trop abstrait du coup. Donc pour dire que finalement, il s'est passé beaucoup de choses dans ce laps de temps. Il y a eu beaucoup d'activités sur le front de l'adaptation des forêts, mais effectivement, pour revenir à votre introduction, la partie opérationnelle de cette activité reste pour l'instant assez mince. Et que justement cette tension entre la nécessité de trouver des solutions opérationnelles et la complexité des travaux de recherche impliqués dans la recherche de ces solutions opérationnelles entraîne un risque de tension entre justement la gestion et la recherche. C'est-à-dire que les gestionnaires nous disent tout le temps, à nous qui sommes au milieu, les gestionnaires nous disent tout le temps, bon, alors qu'est-ce qu'on fait de concret? Et pendant ce temps-là, les chercheurs nous disent, mais attendez, nous, on n'est pas prêts, il faut qu'on cherche. Et nous, au milieu, qu'est-ce qu'on fait? On est dans un grand écart qui, malheureusement, à mon avis, risque de s'accroître, notamment avec la volonté de la recherche, qui est louable par ailleurs, d'aller vers toujours plus d'excellence. L'excellence étant toujours difficilement compatible avec le développement, pour différentes raisons. Et puis après, il y a aussi une question de dialogue avec la société, parce que je ne suis pas certaine que pour le moment, on partage largement le diagnostic sur les enjeux du changement climatique en forêt, et ni le diagnostic sur les solutions qu'on pourrait y apporter. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous. Excusez-moi, ça commence. Donc je remercie également Yves Biraud de me permettre de vous parler de la gestion adaptative, finalement un concept qui est assez peu connu en France. Et donc j'ai la chance de travailler avec Frédéric Gosselin sur ce sujet. Il n'est pas là aujourd'hui, je l'en excuse. Donc je vais aborder la question de la gestion adaptative et est-ce qu'elle peut nous aider dans l'adaptation des forêts au changement climatique. Alors, le contexte, c'est le triptyque classique changement climatique, écosystème forestier et gestion forestière. Donc, dans le futur, on sait qu'il va y avoir des évolutions importantes du climat avec des modifications des régimes de perturbation et également des facteurs abiotiques, évolution des températures et des précipitations, et également biotiques, et qui vont effectivement impacter la structure, la dynamique et le fonctionnement des écosystèmes. Alors, d'un autre côté, la gestion forestière agit également directement sur les écosystèmes forestiers via les processus d'aménagement, de sylviculture, d'exploitation. Et l'objectif, in fine, c'est bien de valoriser les écosystèmes pour l'homme. Je prends ce parti-là. Et donc, la question, c'est quelles vont être les évolutions pour la ressource en bois et les services écosystémiques plus généralement, incluant le stockage de carbone, l'habitat pour les espèces, les loisirs, etc. Alors, c'est un lieu commun que de dire ça, mais il existe évidemment des incertitudes sur tous ces phénomènes, des incertitudes sur les régimes de perturbation, leur fréquence, leur intensité, des incertitudes sur les évolutions des interactions entre espèces qui sont dans les écosystèmes forestiers. Je pense qu'il y aura aussi des évolutions très fortes dès la gestion qui seront certainement indépendantes du contexte du changement climatique également.
Et in fine, ça pose des questions importantes sur l'avenir de la ressource, quelle sera-t-elle, et finalement, est-ce qu'on pourra garantir les services dans l'avenir pour l'homme et la société. Alors, face à tant d'incertitudes, il y a plusieurs manières de réfléchir. On peut observer et finalement essayer d'ajuster au fil de l'eau les actions. Et puis, on peut aussi anticiper, réfléchir, et puis agir, et puis expérimenter. Alors évidemment, les expérimentations ne se terminent pas toujours bien. Il peut y avoir quelques surprises, comme ce laborantin, mais disons que si les protocoles sont bien établis, si on a documenté l'expérimentation, on se donne les moyens d'avoir un retour d'expérience et d'améliorer la connaissance entre l'action et la réponse des systèmes. Donc moi je vais vous présenter la notion de gestion adaptative qui justement se fonde sur l'action et l'apprentissage. Alors il existe maintes définitions de la gestion adaptative. En fait c'est un terme qui est assez ancien pour ce qui est des sciences environnementales, puisque c'est un terme qui a été consacré en 1978 sous la plume de Holling dans un ouvrage publié en anglais. Et donc Frédéric Gosselin et moi-même en avons proposé une traduction dans un article de 2009 qui dit que la gestion adaptative, c'est une approche de la gestion des systèmes naturels qui s'appuie sur l'apprentissage, qu'ils proviennent du bon sens, de l'expérience, de l'expérimentation, du suivi, en adaptant les pratiques en fonction de ce qui a été appris. Alors c'est une définition un peu large de l'apprentissage et il m'a semblé important d'ajouter un élément de définition qui est proposé par le ministère des Forêts en Colombie-Britannique, qui dit que sa forme la plus aboutie, la plus efficace, consiste à comparer des programmes de gestion et à mettre en place expérimentalement différentes gestions ou politiques de gestion en les basant sur d'hypothèses alternatives sur la manière dont le système répond à ces gestions. Alors, il existe une très grande polysémie de la gestion adaptative et il m'a paru intéressant d'essayer de dresser ce qu'on entend parfois sur la gestion adaptative. Alors la gestion adaptative, ce serait une gestion qui s'adapte rapidement à de nouvelles contraintes ou événements, donc c'est l'événementiel qui guiderait l'adaptation. Je pourrais citer le Grenelle de l'environnement par exemple. C'est une gestion qui a passé le fil de nombreuses générations de forestiers, qui a subi l'épreuve des faits. Si elle a subi l'épreuve des faits, c'est qu'elle est adaptée. Qui s'adapte au contexte, c'est-à-dire au contexte écologique, au contexte socio-économique. Les aménagements forestiers font très bien ça. Il y a une analyse des enjeux et il y a une adaptation au contexte, une adaptation à la situation écologique. Et puis c'est une gestion qui favorise l'adaptation des espèces forestières au changement climatique. Et donc j'ai cité un extrait du projet de loi sur le Grenelle qui disait effectivement que la prise en compte du changement climatique en forêt implique en particulier de favoriser une gestion adaptative qui laisse aux essences forestières la possibilité d'exprimer toutes leurs capacités, notamment génétiques, d'adaptation. Donc on voit bien qu'il y a toute une gamme de définitions possibles de la gestion adaptative, et bon, la gestion adaptative c'est plus que ça. Souvent, elle est représentée de cette manière-là, par un cercle vertueux, le cercle vertueux de la gestion adaptative. Suivant les auteurs, on a plus ou moins un plus grand nombre d'étapes, mais on retrouve toujours les mêmes éléments clés, qui sont l'identification d'une question de gestion, une question qui pose problème. On formule des hypothèses sur des relations entre la gestion et la réponse du milieu. On prend des décisions d'expérimenter différentes gestions. On met en place l'expérimentation et on les évalue et on ajuste la gestion en fonction de l'évaluation. Alors en gris vous avez ce qui relève de la planification et à gauche en blanc vous avez ce qui relève de l'action. Alors la planification se caractérise par une phase de co-construction, c'est-à-dire d'implication très forte des parties prenantes, c'est-à-dire des acteurs qui sont concernés par la problématique traitée. Une phase de modélisation qui est très importante, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une modélisation mathématique, mais en tout cas c'est une modélisation qui vise à essayer de prédire les effets possibles de différentes gestions sur les écosystèmes. Et la phase action, elle se caractérise par des expérimentations menées à l'échelle de la gestion, j'insiste là-dessus, et donc par cette phase de suivi, monitoring en anglais,
qui permet l'apprentissage infini. Alors il y a différents types de gestion adaptative, je vais essayer de passer assez vite là-dessus, c'est de la bibliographie. Il y a la gestion adaptative dite passive, vous voyez, avec un terme un peu négatif par les auteurs, c'est-à-dire finalement ce serait, suite à la phase de planification, on a identifié parmi les options de gestion une gestion optimale, la plus intéressante, que l'on va tester expérimentalement sur le terrain. Et en fonction du succès ou de l'échec de ces gestions, on va la modifier pour passer à une autre option ou garder la même option. Et puis nous avons la gestion adaptative active qui correspond plus à la philosophie initiale défendue par Rowling, qui consiste à comparer des gestions à partir de la phase de planification et finalement en fonction de l'évaluation remettre en cause ces options de façon continue. Donc c'est un processus itératif qui peut ne pas avoir de fin, au moins d'un point de vue théorique. Alors finalement, c'est quoi les applications de la gestion adaptative? Alors il y a eu beaucoup d'articles de synthèse qui ont été publiés ces dernières années sur la question. Et là, je vous présente celle de Rist et collaborateurs, qui ont fait une synthèse sur 187 articles publiés en 2009, citant la gestion adaptative. Et donc ils ont ventilé ces publications selon la localisation géographique, la ressource qui était concernée, et puis les objectifs et les contextes de gestion. Donc on retrouve quelque chose d'assez classique, c'est que c'est très anglo-saxon, c'est-à-dire que la localisation géographique c'est pour la plupart en Amérique du Nord et sur le continent australien. L'Europe n'est concernée que par 8% des études, c'est très faible. La ressource, c'est plutôt des travaux qui concernent l'eau et la biodiversité ou des espèces emblématiques. La ressource, enfin la forêt, ne concerne que 12% des études. Quand on regarde le contexte de gestion à droite, on voit que c'est surtout en fait dans des situations où on ne connaît pas grand-chose en fait de la gestion, où on est en début de gestion. Et puis quand on essaye de voir le changement climatique, on voit qu'il est à sa place, mais qu'il n'occupe que 13% des publications. Et sur la gauche, on voit nettement que, contrairement à l'idée initiale de Rowling, la gestion adaptative va surtout concerner des projets de conservation d'espèces et finalement très peu la gestion de la ressource elle-même. Alors si on va un peu plus loin et qu'on regarde une publication encore plus récente de Westgate et collaborateurs, on se rend compte qu'en fait c'est un concept très séduisant mais finalement avec peu d'applications et un recul un peu insuffisant. Donc Westgate et collaborateurs ont analysé 1339 articles citant la gestion adaptative, ce qui commence à faire un bon corpus de publications. Et ils n'ont trouvé que 61 articles qui disent réellement appliquer la gestion adaptative, ce qui fait 5%. C'est-à-dire que tous les autres articles mentionnent la gestion adaptative, mais finalement ne disent même pas l'appliquer. Bon. Il y a 54 descriptions de projets de gestion adaptative, 27 projets avec des résultats quantitatifs, donc des mises en œuvre d'expérimentation. Seulement 13 projets parlent de modèles conceptuels et d'hypothèses qu'ils souhaitent tester. Et 5 projets ont mis en œuvre l'ensemble du cycle de gestion adaptative jusqu'à la phase d'ajustement. Voilà, donc c'est très très faible. C'est vous dire... Et quand on regarde ces 13 projets, on retrouve les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie en bonne place. Et on voit que les durées de projet varient entre 2 et 25 ans. Donc il y a quand même de nombreux projets qui ont un faible recul. Alors je vous donne juste un exemple pour être un peu concret, parce que c'est un exemple emblématique, c'est le Northwest Forest Plan, qui a débuté en 1993 avec Bill Clinton, qui essayait de résoudre le problème de conflits importants qu'il y avait sur la gestion des forêts dans l'état d'Oregon, de Washington et de Californie, de Nord-Californie, avec des espèces emblématiques comme la chouette tachetée nordique, en haut à gauche. Et donc il a fait réunir un groupe de scientifiques qui ont planché pendant plusieurs années pour essayer de proposer des solutions. Et donc ils ont proposé de mettre en réserve bon nombre de forêts. Et la deuxième solution, c'était faites des zones de gestion adaptative sur lesquelles expérimenter, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et donc vous voyez, il y a eu 10 zones de gestion adaptative proposées, chacune faisant entre 40 000 et 200 000 hectares. Vous voyez un peu l'échelle que ça peut prendre outre-Atlantique. Et sur ces zones, il y avait des expérimentations proposées. Et là, j'en ai mis un exemple en bas à gauche.
où dans des plantations de Douglas, ils ont essayé de retrouver des caractéristiques de forêt dites primaires en testant, en favorisant un sous-étage de feuillus pour le A, en favorisant un sous-étage de résineux mais d'espèces différentes de Douglas dans le B, ou en créant en D, ne faisant pas du tout de gestion et en laissant vieillir les peuplements. Voilà, alors il faut savoir, enfin c'est toute une saga ça, si vous voulez, j'ai mis les articles en fin d'exposé pour que vous puissiez vous documenter là-dessus. Alors finalement, vous avez compris, il n'y a pas de lien entre gestion adaptative et adaptation au changement climatique. Le terme adaptation et adaptatif ont la même racine, mais c'est tout. Donc je me suis posé la question finalement, est-ce que la gestion adaptative est intéressante pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui? Donc ça m'a incité à aller voir la définition de l'adaptation au changement climatique. Donc j'ai trouvé une définition, je ne sais pas si vous la partagez. C'est anticiper les effets néfastes des changements climatiques et mener des actions appropriées pour empêcher ou limiter les dommages qu'ils peuvent causer ou pour prendre avantage des opportunités qui peuvent émerger. Parce qu'on parle beaucoup des aspects négatifs, mais aussi des aspects positifs. Ça peut se décliner en 4 composantes que j'ai mis là, mais c'est un peu réducteur, mais c'est pour vous donner une idée. C'est d'une part améliorer les connaissances sur les impacts, la vulnérabilité, réduire l'exposition des forêts aux perturbations, limiter donc l'exposition aux risques, réduire les impacts des perturbations, la résistance, et favoriser la résilience des forêts. Alors, quand j'ai fait le tour d'horizon de la bibliographie, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas d'application concrète de la gestion adaptative pour l'adaptation au changement climatique, et que c'était même un objet de débat théorique. Certains auteurs disent mais la gestion adaptative, c'est la gestion à mettre en place pour l'adaptation au changement climatique. Et là, je vous ai mis une citation de Rist et collaborateurs qui disent que en fait, ça n'a jamais été vraiment testé, que tout ça, c'est des mots, mais il n'y a aucune base solide là-dessus. Alors pourquoi ces critiques? C'est que le changement climatique pose des problèmes très spécifiques, et j'ai bien aimé la notion d'incertitude évolutive dont a parlé Biro, c'est-à-dire que non seulement on a des incertitudes, mais on a des incertitudes évolutives. C'est-à-dire que ces incertitudes vont évoluer elles-mêmes dans le temps, et donc ça pose des problèmes très importants. Le problème est simple, c'est que si on met en place une expérimentation aujourd'hui, on va apprendre des choses qui ne seront peut-être pas utiles pour demain, parce qu'il faudra remettre en place, parce que les choses vont changer. Et donc là, j'ai pris un exemple d'une grille qui a été faite par Grégory en 2006, proposée pour évaluer les projets de gestion adaptative et dire si c'était plus ou moins difficile à mettre en œuvre. Et il prend l'exemple du changement climatique comme le projet le plus difficile pour la gestion adaptative, notamment, alors là vous voyez des critères sur les échelles, sur les incertitudes, les coûts-bénéfices et le support institutionnel. Et on voit que sur les échelles spatiales et temporelles, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que le changement climatique, ça va arriver, mais ça n'arrive pas encore. Il faut attendre, c'est quelque chose de très complexe sur le plan spatial, il y a des effets externes qui ne sont pas maîtrisés, et puis surtout, les incertitudes, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que ce qu'on va apprendre aujourd'hui ne sera peut-être plus applicable demain, donc c'est difficile. Alors il nous semble, nous, avec Frédéric, qu'il ne faut quand même pas exagérer, c'est-à-dire qu'il y a certainement des choses à faire et que il faudrait agir maintenant et tout de suite. Je suis d'accord avec Yves Biro. Donc nous, il nous semble qu'un moyen simple déjà de simplifier, c'est d'identifier des questions très très ciblées. On ne peut pas tout faire. Et surtout cibler à des échelles d'action locales. Par exemple, l'échelle de la sylviculture, l'échelle du peuplement, et éviter d'aborder tout de suite les échelles de planification régionale qui sont quand même très complexes. Ça permettrait de diminuer les échelles spatiales du projet de gestion adaptative et de limiter la diversité des objectifs. Moi, je trouve que la sylviculture dynamique et la réduction de densité est un très bon sujet, par exemple. Envisager des expérimentations qui ciblent des espèces et des zones susceptibles d'être rapidement concernées. C'est-à-dire, il faut mettre en place des expérimentations dans des zones où on pense qu'il va se passer des choses. Et puis surtout des zones à enjeu, et je dirais à enjeu de production aujourd'hui, parce que la ressource forestière est une ressource importante. Donc, essayons au moins de cibler un certain nombre de services et de ne pas multiplier les services. Ça permettrait de diminuer les échelles spatiales et temporelles du projet de gestion adaptative. Nous pensons qu'il faudrait faire des expérimentations multisites pour mieux maîtriser les effets de facteurs non contrôlés, qui sont très nombreux dans le cadre du climat, puis pour multiplier les possibilités d'événements. C'est-à-dire, si on souhaite qu'il y ait des sécheresses, il faut qu'on prospecte plusieurs endroits où c'est susceptible d'arriver. Et puis, prenez une double approche d'expérimentation, c'est-à-dire des expérimentations instrumentées pour comprendre les mécanismes en jeu pour les scientifiques,
et puis les expérimentations à l'échelle de la gestion et coupler ces deux approches. Alors pourquoi j'insiste sur les expérimentations instrumentées? C'est que le changement climatique nous impose un couplage très fort entre modélisation et le cercle de gestion adaptative, peut-être plus fort que sur d'autres sujets. Comme c'est évolutif, comme les modèles évoluent, on a besoin d'un rapprochement non seulement des modèles vers la gestion adaptative pour définir les hypothèses, évaluer les compromis et décider, mais également mettre en place des expérimentations qui nous permettront de faire évoluer les modèles et d'enrichir les modèles inversement, c'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir à des expérimentations qui nous permettent de confronter modèle et gestion. Ça veut dire du côté des modèles forestiers de faire des efforts pour mieux intégrer climat et gestion. Parce qu'il y a quand même de nombreux modèles qui n'intègrent pas la gestion. Voilà. Donc ça, il y en a beaucoup qui le font aussi. Voilà. Donc en fait, quand on regarde, moi je suis très optimiste, il y a des éléments du puzzle qui sont déjà en place. Myriam nous a parlé d'éléments concrets d'adaptation. Il y a vraiment des questions très techniques liées à l'adaptation. Il y a des expérimentations qui sont déjà en place. Donc là, j'en liste quelques-unes, je ne reviens pas dessus. Il existe des modèles qui intègrent climat et gestion de plus en plus. Il y a des exemples très concrets de tests des différents scénarios de gestion et de changement climatique et d'études des conséquences sur les services écosystémiques. Donc il y a des premières expérimentations. Et puis on a des outils de planification sur lesquels on peut s'appuyer pour le suivi sur le long terme d'expérimentation, en tout cas de mise en œuvre de gestion. Et surtout, on a un ensemble aujourd'hui de structures favorables. Alors j'en cite 4 parce que je connais bien ces structures, mais donc il y a le réseau RMT à force que Myriam a cité plusieurs fois, qui a pour objectif de coordonner les actions visant à adapter les forêts au changement climatique pour fournir aux gestionnaires des outils d'aide à la décision. Il y a le JPCOFOR qui peut coordonner les activités de recherche animées. Il y a le GIS coopératif de données sur la croissance des peuplements forestiers. Alors il faut savoir que cette structure-là est très intéressante parce qu'elle met en place des expérimentations et elle coordonne des réseaux d'expérimentation sur un certain nombre d'essences. Et puis il y a la plateforme de simulation CAPSIS4 avec des modélisateurs. Ce qui est très intéressant, c'est que gestionnaires et chercheurs sont présents et discutent au sein de toutes ces structures. Ce qui me paraît l'élément positif dans, malheureusement, effectivement, la tendance actuelle de la séparation des compétences. Voilà, j'en ai terminé, je voudrais vous remercier et je voudrais juste conclure en disant que la gestion adaptative, c'est pas une fin, c'est juste un outil, mais que nous, ça nous semble être un outil sur lequel il faut se pencher avec sérieux, réfléchir avec sérieux, et ça peut être une option possible pour aborder l'adaptation au changement climatique. Voilà. Voilà, donc je voudrais aussi remercier Yves pour cette occasion. Donc avec les collègues là, co-auteurs, en fait ce que je voudrais faire passer ici, ce sont les messages sur les innovations qui se passent du point de vue de la recherche par rapport à ces questions de changement climatique. Alors l'avantage de parler en troisième, c'est que beaucoup de choses ont été dites, donc je ne reviens pas sur l'aspect polysémique de l'adaptation, juste c'est un état d'être adapté ou pas. En français, on a ce problème, les Anglais, ils ont plusieurs mots. C'est aussi un processus d'aller vers l'adaptation, et puis c'est une action bon, il y a les incertitudes. Je voudrais juste illustrer ça sur cette photo qui est prise au Mont Ventoux, donc toutes mes illustrations, la plupart viendront du Mont Ventoux. Pour vous rappeler que quand on regarde une forêt, en fait, il faut imaginer qu'on regarde un instantané, mais il faut voir le film qu'il y a derrière. Alors le film, c'est quoi? Sur cette photo, on voit des vieux pins et des jeunes êtres dessous. Alors le film, c'est quoi? C'est qu'en 1800, il n'y avait pas d'arbres au Mont Ventoux. En 1860, les forestiers ont planté des pins. Aujourd'hui, il y a des jeunes êtres qui sont venus en recolonisation naturelle, et peut-être que demain, si les forestiers coupent les pins, il y aura une forêt de hêtres, etc. Donc c'est pour rappeler que quand on regarde un état de la forêt, c'est simplement une trajectoire. Et un des moyens, par rapport à ces incertitudes qu'on veut mettre en avant, c'est que plutôt que de chercher à définir un idéal futur qu'on n'est pas capable de prévoir, plutôt de gérer les transitions et les trajectoires. Encore une fois, cet exemple, si les forestiers à l'époque de restauration des terrains en montagne avaient voulu faire une forêt qui devienne une forêt de pins, c'est raté parce que c'est pas une forêt de pins. Par contre, s'ils avaient dit on va mettre une forêt puis il va se passer quelque chose et on aura une forêt, c'est une sacrée réussite.
Alors, le Mont Ventoux, son intérêt pour étudier donc les processus, vous voyez bien la focalisation sur les processus. Bon, c'est d'une part qu'il y a une grande hétérogénéité environnementale, là, le gradient d'altitude, avec des formes forestières qui résultent à la fois de processus naturels et de l'action de l'homme, évidemment. Et puis il y a des processus aussi rapides, comme là l'impact de l'année 2003, où vous voyez notamment des sapins avec des mortalités qui apparaissent. Donc on peut regarder là des processus en train de se faire. Et c'est un des premiers points sur lequel je vais mettre l'accent. Qu'est-ce qui est nouveau en recherche? C'est de faire des recherches in situ. Vous voyez bien que faire des recherches en laboratoire pour les arbres, ça pose quand même des problèmes. Comment est-ce qu'on peut transposer ce qu'on regarde au laboratoire par rapport à ce qui se passe en forêt? Donc maintenant, il y a de nouvelles méthodes de recherche in situ, et c'est là-dessus, c'est le premier point sur lequel je voudrais insister. Le deuxième point, ça sera sur l'intégration à travers les modèles. Alors, pour rappeler, ça a déjà été dit, les échelles de temps. Donc si vous avez sur l'axe des couleurs là un peu le changement environnemental, un des problèmes des forestiers dans le cadre du changement climatique notamment, c'est qu'on n'a pas le temps d'expérimenter en fait. Si on veut mettre en place une expérimentation, on n'a pas le temps d'attendre les résultats pour faire autre chose. On parle du changement climatique à l'échelle de 50 ans, 100 ans, c'est une génération d'arbres, et c'est en gros l'échelle de temps qu'il faut avant de mesurer l'impact de ce qu'on fait aujourd'hui en sylviculture, ou à peu près. Donc c'est un processus continu, et là les trois processus importants que je mets, c'est ce qui se passera à l'échelle de la génération d'un arbre, c'est ce qu'on peut appeler la plasticité. L'adaptation, ça se passe, il faut un renouvellement des générations au moins. Et puis la migration, on se rend compte que finalement chez les arbres, ça va prendre plusieurs générations pour que les arbres, si on ne les aide pas, se déplacent. Et c'est un processus plus long. Alors juste un point un peu intéressant, mais c'est plus qu'une vue de l'esprit, c'est si on veut mesurer une vitesse de changement climatique. Alors comment on peut faire ça? Alors c'est Lohari et al. qu'on proposait. Le changement climatique, on dit on va monter de 2 degrés ou de 4 degrés en 100 ans, donc ça vous donne des degrés par an ou des millimètres de pluie par an de changement climatique. Et puis on sait que par exemple en montagne, quand on monte de 100 mètres en altitude, on va perdre 0,7 degrés ou quelque chose comme ça. Donc là on a des degrés par kilomètre. Et si vous faites le rapport des deux, vous allez avoir une vitesse en mètres par seconde ou en kilomètres par an en l'occurrence. C'est en gros la vitesse à laquelle un organisme devrait courir pour garder, à l'endroit où il est, garder le même environnement tout le temps, quand l'environnement change. Alors on se doute bien qu'en forêt, il n'y a pas besoin d'aller loin pour perdre les degrés, donc on n'a pas besoin de courir beaucoup sur 100 ans pour perdre les degrés que le changement climatique nous impose. Par contre, en plaine, il faut aller très loin, et donc il faut courir très vite en gros. Donc c'est une mesure. Et ce que ça montre sur cette carte, c'est que en fait la vitesse du changement climatique vue par les organismes, elle n'est pas uniforme. En gros, elle va être plus lente dans les zones de montagne parce qu'il y aura à aller moins loin en gros pour les espèces. Par contre, dans les zones de plaine, ça va être terrible, et ça dépend aussi évidemment de l'intensité locale. Donc on s'est amusé pour le Mont Ventoux à estimer, suivant les scénarios, il faudrait en gros monter de 10 mètres à 40 mètres par an si on voulait suivre le changement climatique. Alors, première série d'études sur première partie, c'est sur l'étude des processus in situ. Alors, je vais commencer par la migration parce que c'est important. Alors, ce qu'on savait faire avant, c'était d'estimer la capacité de dispersion des graines d'un arbre ou des graines ou du pollen. Mais ça ne nous dit pas quelle est la vraie capacité de migration. En fait, si on veut avoir ça, il faut non seulement prendre en compte la dispersion des graines depuis un arbre, mais il faut prendre aussi en compte l'ensemble des processus, c'est-à-dire il faut que cette graine elle germe et puis qu'elle survive et qu'elle se reproduise, etc. Et prendre aussi en compte le milieu, est-ce qu'il est favorable ou il n'est pas favorable. Et en fait, quand on fait ça, on s'aperçoit que là, ce que vous avez en haut, c'est un modèle de dispersion. Alors, ce qui est en pointillé ici long, c'est un modèle de dispersion des graines qui ne prend pas en compte l'ensemble des processus du cycle de vie. Et la courbe en trait plein, c'est un modèle de migration potentielle en fait. Et on voit que, alors si vous êtes habitué un peu à ce genre de courbe, que la distance de migration est en général beaucoup plus faible que ce qu'on pouvait attendre de la capacité de dispersion des graines, quand on prend en compte l'ensemble du cycle. C'est l'observation qu'on fait.
Donc ça a été modélisé sur le sapin au Mont Ventoux. Et en dessous, vous avez des petites simulations qui montrent l'impact du milieu. En gros, quand le sapin en bleu se disperse dans du pin, c'est plutôt sous du pin, c'est plutôt des conditions favorables. Et donc là, il y a une forte colonisation. Par contre, dans ces simulations, si le sapin se disperse dans du hêtre, qui est en rouge, il y a une faible colonisation. Donc le milieu est important. Et là, on voit bien que le forestier, en jouant sur le milieu, peut modifier les capacités de migration. Une autre aussi chose un peu nouvelle qu'on peut faire, c'est on peut reconstituer l'historique. Alors je vous parlais de la restauration des terrains en montagne au Mont Ventoux. C'est une étude assez originale où sur le Mont Ventoux, on a donc des archives historiques qui nous donnent les documents de restauration des terrains en montagne. Et on peut essayer de confronter ces archives historiques avec les outils fins de la génétique d'aujourd'hui et faire des méthodes un peu fines. Ici, ce que vous avez en fond de grisé noir, c'est le modèle numérique de terrain du Mont Ventoux, donc avec le sommet qui est ici, et puis la crête en blanc et les fonds de vallon en noir. Vous avez en hachuré les zones de hêtre qui sont un peu reliques, et puis ici donc la crête, ici vous avez des populations du sud, ici des populations du nord-est et puis de l'ouest, et en fait en reconstituant les archives historiques et les données de génétique et en faisant donc des scénarios de simulation démographique, on a pu reconstituer l'histoire un peu démographique de ces populations et notamment montrer que finalement les populations du sud du Ventoux étaient déconnectées des populations du nord depuis très longtemps, depuis au moins 7 générations, alors que la déconnexion entre les populations de l'ouest et de l'est est beaucoup plus récente. Donc ça, on voit cette combinaison, on peut retracer, voilà, et donc à partir de documents à la fois d'archives et de génétique, on a pu retracer un peu la vitesse de recolonisation du Ventoux par le hêtre. Alors un autre aspect qui est important, donc on parlait de migration, là on va parler de réponses plus physiologiques et notamment de la réponse aux aléas climatiques et là au stress et voilà. Et donc qu'est-ce qui est nouveau? Alors il faut bien voir que la réponse à un stress hydrique sur les arbres dépend donc de plusieurs compartiments au niveau du sol, du transport et puis des aiguilles, différents processus physiologiques, photosynthèse, respiration, et il peut y avoir plusieurs causes de mortalité, des mortalités racinaires, de l'embolie du xylème ou des pertes d'aiguilles et des déficits de photosynthèse, avec des réponses rapides ou à long terme et des manques de carbone, enfin des mortalités par manque de carbone ou par problème hydraulique. Alors quand on a regardé la petite photo, là on a des sapins qui sont morts et des sapins qui sont vivants, et maintenant on a utilisé des techniques qui sont plus communément utilisées sur des sols agricoles, des techniques de résistivité qui permettent de mesurer en gros la résistivité électrique du sol sur un profil en profondeur, vous voyez jusqu'à des profondeurs de 20 mètres. Alors on est sur des sols forestiers karstiques extrêmement hétérogènes. Plus la couleur est rouge, plus il y a d'éléments grossiers et moins on pense qu'il y a de réserves en eau dans le sol. Et aux surprises, les arbres noirs sont les sapins qui sont morts après 2003 et les arbres verts sont les arbres qui sont survivants. Les arbres qui sont morts ne sont pas plus importants dans les zones à faible résistivité, ils sont même plutôt dans les zones qu'on pourrait penser plus favorables. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. Alors, ça peut être l'histoire de l'acclimatation, c'est-à-dire qu'un sapin qui est dans une zone favorable, il n'a pas développé de racines en profondeur, donc quand il y a la nappe descend, il n'a plus d'eau, alors qu'un sapin qui était dans une zone défavorable, il a dès le début des racines en profondeur, donc il est moins affecté par un aléma. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas. On retrouve la même chose ici, c'est qu'on a fait une étude dendrochronologique en regardant pour des arbres voisins qui étaient dans les mêmes conditions, un certain nombre d'arbres, la croissance des cernes passées sur des arbres voisins, un mort et un vivant, après 2003. Et encore une fois, aux surprises, les arbres qui sont morts avaient significativement dans le jeune âge une croissance supérieure aux arbres qui ont survécu. Et donc ça va un peu dans le même sens précédent, c'est-à-dire que les arbres qui avaient une forte vigueur juvénile et qui étaient dans les bonnes conditions, ils étaient beaucoup plus sensibles. Donc est-ce que c'est de l'acclimatation physiologique ou est-ce que c'est un problème génétique? Voilà, ça pose question. Alors ça c'était donc pour la partie physiologique, et alors maintenant pour la partie un peu adaptation.
une des questions qui a été soulevée, c'est à quelle vitesse il peut y avoir une adaptation génétique. On parle de 1 ou 2 générations. Bon. Alors on peut essayer de faire des modèles théoriques, les modèles de la génétique quantitative nous indiquent un peu quelle peut être la réponse à la sélection par génération. R', là c'est en unité d'écart type par rapport à la variabilité. Et donc ça dépend de paramètres. Alors je vous fais grâce des paramètres, mais en gros I c'est une intensité de sélection parce que ça reviendra, et puis une héritabilité, où ici en cas de sélection naturelle on parle du gradient de sélection par rapport à une héritabilité. Et dans cette revue, il a été montré que dans les populations naturelles, alors c'est pas des arbres, c'est plutôt des plantes annuelles, on trouve communément des taux d'évolution de 0,1 à 0,3 unités d'écart type par génération en population naturelle. C'est quelque chose qui arrive. Ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que si on change l'intensité de la sélection, eh ben on peut augmenter la réponse. Voilà. Et typiquement, l'intensité de la sélection, c'est quelque chose sur lequel le forestier peut jouer. Donc le forestier, il a un levier, et ça donne une idée. À mon avis, je pense que par l'action de la sylviculture, on peut espérer atteindre 0,5 unités d'écart type d'amélioration par génération. Donc voilà, ça donne une idée. Alors maintenant, le problème, c'est comment estimer l'héritabilité, par exemple, de caractères en forêt, sur des arbres adultes qui ne sont pas dans une serre, dans un pot, voilà, sur des vieux arbres, sur des caractères. Alors il y a une méthode qui avait été développée il y a longtemps par un collègue canadien qui s'appelle Ritland, et qui en fait a été très peu utilisée, et qu'on utilise en forêt, qu'on a utilisé sur le Mont Ventoux, qui consiste à dire, en fait, plutôt que de faire des croisements contrôlés pour faire des familles, etc., on va prendre les arbres tels qu'ils sont, et on a tellement de marqueurs qu'on va reconstituer a posteriori des probabilités d'apparentement. Donc au lieu de contrôler le pédigré, je le vérifie a posteriori. Et puis au lieu de faire des blocs dans une serre et de contrôler mon expérimentation, je vais partir des conditions environnementales telles qu'elles sont, et je vais faire l'hypothèse que plus deux arbres sont proches, plus leur environnement est voisin, etc. Et en fait, on fait une régression toute simple, en gros avec la similarité phénotypique entre des individus. Elle dépend de leur apparentement génétique par rapport avec un coefficient qui est l'héritabilité, et elle dépend de leur distance sur le terrain. Bon, je fais fi un peu du reste. Et donc ça, en ayant une estimation de l'apparentement par des marqueurs génétiques et de la corrélation phénotypique qu'on voit sur le terrain, on peut estimer l'héritabilité. Donc c'est ce qu'on a fait sur le Mont Ventoux pour le hêtre. Donc c'est une thèse qui a eu lieu sur des caractères de phénologie, de surface foliaire, de discrimination isotopique ou de teneur en azote. Donc on peut estimer des valeurs d'héritabilité significatives, bon, sauf pour la surface foliaire, et qui ne sont pas très éloignées de ce qu'on a sur des petites plantes en pot. Mais là, c'est vraiment des caractères, de l'héritabilité de caractères d'arbres adultes. Alors on peut aller plus loin et essayer d'estimer quel est ce fameux gradient de sélection, c'est-à-dire en quoi est-ce que avoir un caractère, ça a une valeur en termes de valeur de fitness ou de valeur sélective. Donc c'est ce fameux gradient de sélection. Alors ce petit graphe est compliqué, j'explique simplement. Quand on a un semis à un endroit donné, il peut être origine, son arbre mère. En fait, tous les arbres mères ont une certaine probabilité d'être la mère de cet arbre-là, et cette probabilité, elle va dépendre de la distance de l'arbre mère, plus un arbre mère est proche, et va dépendre aussi de la fertilité de cet arbre mère, ce qu'on appelle la fertilité intrinsèque, la fécondité intrinsèque, est-ce qu'il produit beaucoup de graines ou pas. Et de même, le père qui peut avoir pollinisé cette mère, ça va dépendre de sa distance et de sa fécondité intrinsèque. Et ça donne quelque chose d'intéressant, c'est en gros, en ayant des marqueurs génétiques sur des semis et sur la plupart de ces arbres-là, on peut estimer ces paramètres, et notamment ce fameux paramètre qui est la probabilité d'un arbre d'être la mère du semis qu'on voit. Et la probabilité d'un arbre d'être la mère du semis qu'on voit, ça va dépendre de la distance, on l'a vu, donc ça va nous permettre d'estimer les courbes de dispersion réelles, et ça va permettre de déterminer sa fécondité intrinsèque, ce qui est quelque part son succès reproducteur. On va voir des arbres mères qui ont une forte probabilité d'être les parents de beaucoup de descendants. Et en fait, en regardant ça, on peut relier cette fécondité intrinsèque avec des caractères phénotypiques. Et là, on a bien directement une mesure, enfin indirectement, une mesure de ce qu'on appelle le gradient de sélection. Donc c'est combien est-ce qu'un trait, un caractère phénotypique
influence le succès reproducteur. Et donc, on est en train de faire cette étude pour en gros, est-ce que c'est important d'un point de vue de l'adaptation d'avoir une phénologie comme ci ou comme ça? Est-ce que c'est important d'avoir de la discrimination isotopique ou pas? Alors ça, c'était pour les études in situ. L'autre volet, je ne sais pas combien de temps il me reste, c'est sur la modélisation. Alors, bon, ça a été dit... pardon ? D'accord. Donc, Thomas l'a dit avant, la modélisation est importante, et d'autant plus que, encore une fois, on n'a pas vraiment le temps d'expérimenter, donc il va falloir qu'on fasse des scénarios. Hein, c'est un peu comme si on voulait faire du nucléaire sans faire sauter de bombes, c'est un peu pareil. Alors, Levins, c'est pas nouveau, avait dit que finalement il y a 3 qualités des modèles pour produire des scénarios d'adaptation, enfin, produire des scénarios quels qu'ils soient. Un modèle, il est soit général, soit précis, soit réaliste. Mais en gros, les scientifiques n'ont pas les capacités pour manipuler un modèle qui possède à la fois les 3 qualités. Alors, on peut définir en fait faire une typologie des modèles qui sont utilisés pour pour produire des scénarios d'adaptation au changement climatique. Alors, je vais passer un peu autour de ces différents modèles. Donc, il y a un axe entre des modèles très théoriques, des modèles vraiment empiriques, des modèles qui sont... là, on va retrouver un petit peu des modèles type modèle de niche, modèle corrélatif, ou des modèles purement mécanistes. Voilà. Alors, un premier exemple, là, c'était pour répondre à une question aussi de Myriam, c'est finalement combien est-ce que les forestiers peuvent... quelle influence ils peuvent avoir sur les processus de valorisation de la variabilité génétique locale intrapeuplement. Alors, finalement, en faisant un petit exercice relativement simple, les processus de génétique, on peut les définir par un nombre de paramètres très limité, qui est l'intensité de la sélection. Tout ce qui est dérive, c'est un paramètre qu'on appelle l'effectif efficace, et puis il y a de la variabilité génétique, phénotypique ou gradient de sélection. Donc, en gros, il y a 5 paramètres qui définissent tous les processus de la génétique. En face, les pratiques forestières, finalement... elles peuvent être aussi classées de façon très simple entre un travail physique sur l'environnement, des éclaircies systématiques, éventuellement des lagages ou des éclaircies sélectives. Et en fait, tout le travail consiste à trouver quel est le lien en fait, entre une action et un paramètre du modèle général. Voilà. Donc à partir de ce travail, on a pu essayer de proposer des modes de stratégie de sylviculture qui prennent en compte les processus évolutifs avec notamment des idées a priori réalistes et pas forcément pratiquées. Alors un autre type de modèle, c'est des modèles vraiment sur les mécanismes physiologiques. Donc là, c'est Castaneda, donc le présentait, un des modèles qui est assez générique, qui prend en compte différents types de processus à différents pas de temps, vous voyez, de l'heure à l'année, et qui maintenant commence à être développé sur un grand nombre d'espèces. Alors voilà ce que ça donne par exemple sur le mont Ventoux. On peut simuler quelle est la photosynthèse du hêtre et du sapin sur le mont Ventoux, alors à partir de données climatiques historiques, je dirais, et puis sur des scénarios pour le futur. Bon, et là on voit quelque chose qui est un petit peu connu, c'est que finalement la réponse au climat est beaucoup plus variable chez des espèces décidues que chez un conifère. Bon, ce qui est intéressant de voir, c'est que le modèle resimule bien ça. On peut voir aussi que si on fait le bilan photosynthèse moins respiration, en gros, on a une différence où le sapin tend à décroître ce bilan avec le changement climatique, alors que le hêtre est en moyenne plus stable, mais il est aussi beaucoup plus erratique, donc finalement il passe par des minimums très bas et donc avec des probabilités aussi d'à-coups importants. Alors ça, c'était des modèles écologiques. Maintenant, des modèles de type dynamique. Alors, ce sont des modèles qui intègrent à la fois la démographie et les interventions de la sylviculture, et ici couplés avec un modèle stationnel pour simuler des scénarios de gestion contrastés dans un cas, par exemple, de sapinière où il y a un fort risque de dépérissement. Donc, les sapins sont en bleu et le hêtre en rouge. Et donc, suivant les scénarios, sans intervention ou avec une intervention plus ou moins tardive de suppression des sapins, on a un résultat différent sur le hêtre. Alors ces modèles-là, ils ont un gros enjeu, c'est de pouvoir passer à différentes échelles. Alors ça, c'est une des manières de faire. On a des processus qui se passent à l'échelle de l'arbre ici,
qu'on va passer de l'arbre à la parcelle, et le lien entre les parcelles se fait notamment par les processus de dispersion, c'est ce qui va faire les interactions entre peuplements, et ce qui permet d'avoir à l'échelle du paysage aussi des simulations. Et donc là, ça donne des types de simulations qui sont aussi, qui peuvent être utilisés, ces types de simulations, par des gestionnaires pour réfléchir soit à l'échelle du peuplement en termes de sylviculture, soit à l'échelle du paysage. Donc là, vous avez en gros une carte autour du Mont Ventoux à l'échelle de l'aménagement. Alors, un premier couplage des processus, c'était le modèle qu'on a appelé démogénétique. En gros, les modèles de dynamique, ils prennent en compte l'équilibre croissance-compétition. Donc plus ça pousse, plus il y a de la compétition, moins ça pousse. Et donc cet équilibre va définir la mortalité, la fécondité, la dispersion, la régénération, qui ça va changer la qualité génétique du peuplement en termes de diversité ou de consanguinité. Et donc la qualité génétique va changer les paramètres de croissance et de dispersion. Il y a une espèce de bouclage comme ça, et la gestion sylvicole, elle intervient sur cet équilibre croissance-compétition. Ça marche dans un environnement stable, mais ça suppose que les mécanismes de croissance, de compétition sont stables dans le temps. Donc du coup, on est passé au modèle qu'on appelle maintenant physio-démogénétique en environnement changeant pour intégrer dans le modèle les mécanismes de réponse au climat. Alors, par rapport à un modèle physiologique pur, quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est qu'il prend en compte la variabilité ou l'hétérogénéité entre individus, et que d'autre part les paramètres physiologiques sont variables et ils peuvent évoluer génétiquement, ce qui n'était pas le cas dans Castanea par exemple. Par rapport au modèle de dynamique, les paramètres de dynamique évoluent en réponse aux changements environnementaux de façon explicite. Et par rapport au modèle génétique, ici, du point de vue de l'évolution, la valeur sélective ou la fitness n'est plus décrétée a priori, elle n'est plus fixe, mais ces composantes résultent dynamiquement de processus biophysiques. Donc rapidement, un exemple. Donc ça a été développé récemment par deux collègues, Sylvie Oudou-Moraturio et Hendrik Davy, qui ont couplé donc un modèle démographique que vous avez ici en jaune avec un modèle biophysique qui est Castanea que j'ai présenté précédemment, qui détermine la croissance, la mortalité et la fécondité, et avec un contrôle génétique d'un des paramètres de ce modèle biophysique. Donc pour illustrer ça, ils ont fait des simulations de colonisation par le hêtre sur différentes altitudes au Mont Ventoux et au cours de 5 générations successives. Ce modèle a montré d'une part que à basse altitude, en fait, il n'y avait pas de colonisation, le hêtre ne se maintenait pas, ce qui correspondait dans leur simulation à une altitude autour de 980 mètres. Il se trouve que la limite basse sur le Mont Ventoux est de 750 mètres, on n'est pas très loin de ce qui se passe dans la réalité. Et surtout, ce qu'ils ont montré, c'est qu'ici, on a l'évolution du paramètre soumis à contrôle génétique. Dans ce scénario de référence, il est supposé non héritable, donc il est soumis à sélection mais non héritable, donc il ne change pas au fil des générations. Et dans ce scénario, il est soumis à la sélection puisqu'il est héritable. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 5 générations, il y a une répartition non linéaire. Donc ici on va de la basse altitude à la haute altitude, une répartition non linéaire des valeurs. Le grand message, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer classiquement, le processus de sélection généré ici dynamiquement par le modèle n'est pas linéaire en fonction du gradient environnemental. Et en gros, la plus forte sélection, elle se fait à altitude intermédiaire et non pas à altitude extrême. Et là, on reproduit des choses par ces modèles qui correspondent un peu à la réalité. Juste un mot, parce que ça a été dit, sur la plateforme CAP6, qui est une plateforme de modélisation. Je dis un mot parce qu'il existe plusieurs plateformes de modélisation. Sa spécificité, c'est qu'elle est décentralisée. C'est une plateforme réseau qui a 3 catégories d'acteurs, des développeurs, des modélisateurs et des utilisateurs, qui peuvent être chercheurs ou experts ou gestionnaires. Et ça forme une communauté de co-développement. Actuellement, il y a plus de 50 modèles qui sont intégrés là-dedans. Et cette plateforme va faire partie de la plateforme Anaïs Service, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une infrastructure nationale qui comprend à la fois des plateformes analytiques et des systèmes d'information, bases de données et modélisation, dont CAP6 fera partie. Et enfin, pour finir, ma dernière diapositive, l'adaptation. Alors, je voulais conclure par quelques enjeux d'innovation. Je dirais, premier enjeu, il faut arriver à dépasser ce qu'on sent un peu venir, qui sont des querelles de clochers qui, à mon avis, n'ont pas lieu d'être, entre ce que j'ai appelé les BA et les catastrophistes.
Et comment faire pour sortir de ce débat d'école assez stérile, je pense? Par une approche dynamique de l'adaptation qui passe par la compréhension des processus, à la fois écologiques et intervention, et de leurs interactions. Le deuxième enjeu, c'est de définir des stratégies réellement robustes et ou flexibles. Et là, bon, l'exposé de Thomas le montre bien. En plus, on aura du mal à attendre les résultats des expérimentations. Donc, il faudra décider sur la base des modèles. Or, tous les modèles ne disent pas la même chose. Donc, il va falloir jouer sur la complémentarité des modèles pour produire différents scénarios. Surtout caractériser les points de basculement, donc les points de non-retour, les boucles de rétroaction négative, etc. Et identifier les sources de flexibilité. Alors comme innovation, j'espère vous avoir montré qu'on a de nouveaux outils, de nouvelles méthodes scientifiques dans les pratiques de recherche. Il y a de l'interdisciplinarité, notamment la modélisation, c'est un outil pour faire de l'interdisciplinarité. L'innovation dans les pratiques de gestion, ça a été dit notamment par Myriam, il va falloir intégrer les nouvelles perspectives de connaissances, penser qu'on va pouvoir avoir de nouvelles connaissances pour raisonner vraiment de nouvelles... Et il faut aussi innover dans les pratiques d'interface recherche-action, et notamment soutenir les arènes d'échange entre acteurs, clarifier les rôles. Les chercheurs ne sont pas les décideurs ne sont pas les chercheurs, et il faut qu'ils travaillent ensemble quand même. Voilà, donc je vous remercie. Merci. Donc après cet ensemble d'exposés, nous allons passer aux questions. Elles seront certainement nombreuses. Oui, moi je suis un peu perplexe devant cette utilisation des modèles parce que je suis absolument convaincu de l'intérêt des modèles quand on a beaucoup de variables qu'il faut tenir dans une seule main, c'est parfait, c'est merveilleux, mais la première chose à faire quand on a un modèle, c'est de commencer par vérifier qu'il correspond à la réalité. Et vous avez donné quelques exemples quand même de modèles correspondant à la réalité. Par exemple, dans le Mont Ventoux, l'histoire de tel arbre qui devrait prospérer à 750 et qu'on trouve à 800. Au contraire, je ne me souviens plus. Entre 750 et 800, ça fait quand même un intervalle. Hein. Et voilà, je me pose la question, est-ce que c'est pas dangereux d'utiliser comme ça des modèles à tour de bras en imaginant qu'on est dans un monde finalement complètement artificiel et complètement virtuel? Oui, je crois que c'est un peu ce que j'essayais de montrer avec le triangle de Levins, où il y a des modèles réalistes qui ont un intérêt, je dirais, local. Il y a des modèles qui ne sont pas du tout réalistes et qui peuvent avoir un grand intérêt. Le modèle de la génétique quantitative, il est basiquement faux. On sait que tous les gènes interagissent dans tous les sens, etc. N'empêche qu'il a quand même nourri l'humanité depuis tout le XXe siècle. Donc, la valeur prédictive d'un modèle, je pense, n'est pas forcément corrélée, enfin je parle sous contrôle d'André Gallet, j'espère que... n'est pas forcément lié au réalisme. Alors, il faut, je crois surtout, et c'était le message de Myriam aussi, et un des leçons de QDIV, c'est que du projet QDIV, il ne faut pas se fixer à un modèle, au résultat d'un modèle. Et il faut jouer sur la complémentarité de plusieurs modèles. De toute façon, on ne pourra pas faire le gros modèle qui intègre tout. Et alors l'autre aspect, c'est il y a deux types de décisions qui doivent être prises. Il y a des décisions à l'échelle globale, quelle réglementation on peut donner à l'ONF pour l'ensemble des forêts, on va dire, et puis il y a la décision à l'échelle locale. Je pense que plus on descend à l'échelle locale, la déclinaison locale pourra s'appuyer sur des modèles plutôt réalistes, donc complexes, fins, et qui s'approchent de la réalité. Par contre, pour des décisions à l'échelle globale, on pourra peut-être plus s'appuyer sur des modèles éventuellement théoriques ou moins réalistes. Voilà, c'est ça. Vraiment, j'appelle la question, est-ce que l'utilisation de plus en plus fréquente de modèles n'est pas liée aussi à la fréquentation de moins en moins grande du terrain par les écologistes? Encore dans le domaine de l'écologie, je pense qu'il y a de moins en moins d'observations de terrain et on a tendance à utiliser de plus en plus d'observations virtuelles. Alors, je voudrais quand même mettre un très fort bémol. Faire un modèle, ça veut dire passer plus de temps sur le terrain que derrière sa machine. Pour faire un modèle, le temps de calibration, c'est énorme. Et si on n'avait pas des équipes qui passent leur journée, je peux vous dire qu'on a des gens qui passent leur semaine entière sur le terrain pour arriver à ces modèles.
Donc, voilà. D'accord, mais c'est l'état toujours le cas. Bonjour, merci. Katia Laval, je suis en section 7 en environnement et je remercie les trois orateurs. J'ai été vraiment très intéressée par leur présentation. Intéressée à deux titres. D'une part parce que je fais de la recherche sur le changement climatique, sur les climats, et j'ai vu la représentation du modèle de l'IPSL et ça m'a fait plaisir. Le modèle Météo France est aussi performant. Et à un autre titre, puisque je possède des forêts et que je suis en relation avec l'ONF. Donc vraiment, tout cet après-midi m'a terriblement intéressée. Je voudrais vous faire deux remarques. Je suis une personne qui, quand elle parle du changement climatique, parle beaucoup d'incertitudes. Et ça met mal à l'aise un certain nombre de gens autour de moi. Mais je trouve que cet après-midi, j'ai été dépassée par tout. Et je voudrais dire, apporter aussi un bémol, parce que je pense que dans ces incertitudes, il y a des choses qu'on ne sait pas, et l'incertitude que l'on décrit dans les modèles de climat, c'est en fait une incertitude encadrée. Ce n'est pas du non-savoir, ce n'est pas de l'ignorance. C'est savoir que ça existe, que la variation va être dans un certain intervalle. Et cet intervalle, vous pouvez, vous, les forestiers, les gens qui travaillent sur les espèces, les utiliser. Et je voudrais appuyer, si vous permettez, que je fasse des commentaires, puisque ce sujet m'intéresse terriblement, il me permet de continuer. Et je pense que je peux montrer ce mélange entre incertitude et savoir qui existe en particulier sur la France et le changement climatique. Quand on regarde les derniers résultats du GIEC et le rapport qui est sorti en 2013, on vous parle d'une variation de température entre 0,4 et 4 degrés. Et entre 0,4 et 4 degrés, mon Dieu, que faire? Mais si vous regardez plus précisément ce qui montre, tous les scénarios, et pourtant ils sont très variables, on a 4 scénarios très variables, vous montrent qu'en 2050, l'augmentation de température est de 2 degrés. À 0,2 degrés près, les 4 scénarios vous donnent ça. 2050, c'est 40 ans, c'est l'âge d'une forêt. Je pense qu'avec cette donnée, avec un faible écart de température, vous pouvez travailler. Mais j'ajoute qu'il y a aussi de l'incertitude, et mon dada, c'est de dire qu'il y a de grosses incertitudes sur les précipitations. Et ça, bien sûr, vous êtes gêné. Mais j'ai envie aussi de dire qu'il y a de la connaissance dans ces variations de précipitation. Et si vous permettez, je vais vous donner les résultats encore du GIEC. Dans les hautes latitudes vers la Scandinavie, les modèles, presque tous, concordants par rapport à des observations aussi. On ne peut pas dire qu'on a prouvé, mais on y croit, parce que tout est concordant, vous disent qu'il y aura plus de précipitations. Les modèles en Méditerranée vous disent qu'il y aura moins de précipitations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France est située dans un climat de transition. Et si vous regardez, moi je l'ai fait, les résultats de modèles, certains modèles vous disent qu'il y a plus de précipitations en France, et certains modèles vous disent qu'il y a moins de précipitations. Mais attention, ils vous disent ceci, mais ils vous disent que la variation est faible. Ils vous disent que la variation est faible. Alors je sais qu'un écosystème peut être très sensible à 5 à 10% de variation de précipitation, mais c'est quand même une information. Et peut-être que dans ce cas-là, pour la variation des réserves humides, des précipitations, etc., on peut travailler avec plus d'incertitude. Et il me semble que avoir à l'esprit constamment ces effets d'incertitude, mais en essayant de les maîtriser, de les cerner, de les encadrer, apporte beaucoup d'informations. Et voilà, et donc je voulais faire ces commentaires. Alors, peut-être une question. Moi, je trouve que la gestion adaptative, bravo, il faut le faire et il faut aller dans ce sens. Une question à Madame Myriam, j'ai oublié votre nom. Pourquoi utilisez-vous les evapotranspirations avec la formule de Turc? Alors que nous, dans les modèles de climat, alors qu'on est tellement, je dirais, probablement très peu précis sur l'évapotranspiration, on cherche à représenter l'évapotranspiration avec des formules plus précises, plus complexes, justement pour se défaire de ces formulations de Turc, de Torfswey, dont on pense qu'elles sont tellement peu généralisables qu'elles sont fausses. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Je
c'était juste de vous dire qu'on était d'accord sur toute la ligne et ça représente une étape du travail qu'on souhaite dépasser, tout à fait. Et sur les incertitudes, entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Alors oui, je reviens sur les incertitudes. Les incertitudes, c'est un moteur pour la connaissance. Donc, on ne va pas dire le contraire. Mais il y a deux types d'incertitudes. Il y a différents types d'incertitudes et vous avez souligné l'incertitude qui consiste à dire qu'un processus est stochastique, c'est-à-dire que finalement il est soumis à des lois statistiques et effectivement on ne sait pas si à un endroit donné il va pleuvoir plus ou moins. Ensuite il y a des incertitudes sur dans quel sens ça va évoluer, etc. Donc ça, ce sont des moteurs dans le sens où on souhaite soit mieux identifier les lois qui gouvernent les processus stochastiques, soit on essaie de mieux comprendre dans quel sens ça peut évoluer. Mais il y a des incertitudes un peu plus embêtantes, il y a des incertitudes que j'appelle structurelles, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui, ou on ne sait pas qu'il y a des liens de cause à effet entre des phénomènes. Donc on ne sait même pas les modéliser. Ça a été un moment le cas de l'hyperprédation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on pensait que en éliminant certains prédateurs, on allait résoudre des problèmes, et en fait, ça faisait qu'une autre proie se développait plus, et finalement, c'était mauvais pour l'espèce parce qu'il y avait de la compétition. Donc, si vous voulez, le problème, ce qui nous pose nous le plus de problèmes, c'est pas tant les incertitudes liées à la stochasticité ou ce genre de choses, mais plus des problèmes en fait du fait que certaines relations ne sont pas connues. Voilà. Et ça existe, hein. Ce qui est bien finalement, c'est pas avoir de certitude. On peut être tout le monde d'accord, c'est vrai qu'il va peut-être falloir faire une parcelle environnementale, une parcelle scientifique et une parcelle business, parce qu'il y a une valeur ajoutée sur le produit. Moi, je suis issu du milieu horticole, je voudrais simplement poser une question, parce que vous avez parlé de restrictivité, et je voudrais savoir, concernant les substrats, à une époque, il y a pas mal de sociétés suédoises ou françaises qui étaient parties à faire des semis avec des containers, un repiquage dans les containers, et je crois savoir que certains disaient le pivot, l'ancrage racinaire, il est parti. Alors comme le changement climatique, on parle aussi des vents, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez aujourd'hui. Oui, alors c'est une question qui concerne les techniques de pépinière et l'utilisation des conteneurs, notamment des paper pots. Vous faites allusion à ce type de conteneurs qui a été beaucoup utilisé en Scandinavie et pour lequel il y a eu des déboires, comme avec d'autres types de conteneurs, à savoir le chignonnage, comment on dit, spiralisation des racines. Et effectivement, après, au bout de quelques années, l'arbre est monté sur rotule et donc au premier vent, il tombe par terre. Voilà, mais c'est lié à une mauvaise technique. Il y en a des meilleures, heureusement. Oui, je reprends la conclusion de Myriam Leguet, un gap entre la recherche et les opérationnels, parce que, effectivement, on voit bien que les gestionnaires à l'heure actuelle auraient envie de réponses assez rapides. Alors autrefois, il y avait des astrologues qui apportaient des réponses rapides. Maintenant, il y a certains scientifiques qui se transforment en astrologues. Je crois qu'ils soient très clairs là-dessus. Voilà. Et alors, le scientifique qui est un peu raisonnable, comment fait-il par rapport au gestionnaire impatient? Il n'a plus de crédit et il n'a plus le droit finalement de travailler, de s'exprimer. Enfin, je schématise un peu, mais il y a tellement d'endroits où on entend dire au nom de la bonne cause, on va utiliser un langage à la mode et on va surfer sur la vague de dramatisation, mais en fait c'est rentrer dans l'astrologie d'une certaine manière. La question du scientifique honnête, ce serait de dire voilà, nous n'avons pas suffisamment, il y a beaucoup d'incertitudes, on le rappelle, nous n'avons pas vraiment les éléments pour vous dire ça va aller complètement dans cette direction ou pas. Il y a des possibilités certainement d'établir des scénarios, et c'est un vrai problème. Je rencontre aussi dans toutes les questions de restauration écologique à l'heure actuelle, c'est un peu la même situation que celle que vous rencontrez. C'est pas tout à fait ça. Je crois qu'on n'est pas en attente de réponses rapides type Madame Soleil. C'est que souvent on nous présente des résultats de recherche qui, nous, forestiers, nous inspirent tout un tas
de propositions, de tests, d'actions. Et là, on sent souvent un retrait des chercheurs qui disent ça n'est pas mûr. Alors on comprend très bien ce retrait, la plupart ont aussi... Là on parle entre gens qui sont proches, hein. Tous les chercheurs qu'on connaît sont des ingénieurs forestiers ou presque, et nous, ingénieurs forestiers, on a une bonne formation scientifique qui nous permet de nous comprendre. Hein. Mais c'est souvent ce retrait devant l'application opérationnelle, et pour ça, moi je pense que justement des approches de type gestion adaptative où on travaille ensemble sur un objet commun que l'on fait évoluer sont intéressantes à ce titre-là. Parce que on a des exposés, on nous présente des choses, mais alors le lien avec la gestion, et je comprends les chercheurs, quelque part ils ont peur de la portée pratique de leurs résultats, et c'est normal. On est dans un domaine avec le changement climatique, ça bouleverse l'ensemble de nos connaissances, de nos façons de penser, potentiellement de nos modes de gestion, et je comprends très bien, et je partage d'une certaine mesure la peur du chercheur qui doit livrer ses résultats aux gestionnaires et qui le voit s'en emparer et commencer à vouloir faire quelque chose avec. Mais si on ne le fait pas, le risque, et on le voit se développer, c'est que parmi nous gestionnaires, on développe des méthodes à nous qui souvent ne sont pas idiotes, hein, qui sont basées aussi sur de la science, mais qui risquent de se découpler et finalement avec le risque d'appliquer des modèles uniques qui ne sont pas plongés dans l'ensemble des connaissances et des modélisations possibles. Et pour répondre donc à la question tout à l'heure sur la modélisation, moi je vous retournerai une autre question. Avons-nous le choix de nous appuyer sur autre chose que des modèles? C'est-à-dire que les observations on en fait, mais il faut se projeter... Les scénarios, c'est pas du modèle. Oui. C'est pas tout à fait le même. Ça mériterait peut-être d'être... Oui, Jean-François Colomberg. Comment dans les modèles peut-on intégrer d'une part les problématiques de marché? Je pense que quand on a planté des chaînes dans le Colbert, pour les bateaux, on a trouvé d'autres utilisations, mais je pense que c'est quand même pas inintéressant d'introduire cette variable. Et puis il y a une deuxième variable qui a été esquissée par le président, c'est la demande sociétale. Comment on peut imaginer cette demande sociétale dans les générations, et est-ce que ça peut rentrer dans les modèles? Juste un peu un retour d'expérience de travail avec des sociologues. On est face à un problème d'échelle de temps, c'est-à-dire que les sociologues ne proposent pas de scénario à 50 ans. Pour les sociologues, 20 ans, c'est le bout du monde. Et au niveau écologie, voilà, c'est à peine le début du monde. Donc voilà, on a ce problème-là fondamental. Alors pour l'économie, je ne saurais pas dire, mais je soupçonne que c'est... Voilà, donc cette question... Pour revenir sur l'interface entre chercheurs et chercheurs, je crois que c'est important alors je suis vraiment un ardent défenseur de ce lien, mais c'est important de clarifier un peu, on est deux artisans avec chacun son métier, il ne faut pas que l'un cherche à faire le métier à l'autre. Donc en tant que chercheur, je ne vais pas prétendre prendre la décision, je suis là pour éclairer la décision, mais ce n'est pas moi qui prends la décision, de même que j'attends que... Et par contre, la demande, elle est d'expertise souvent, c'est-à-dire de connaissances déjà acquises. Et ça, l'expertise, elle est partagée, elle n'est pas seulement par les scientifiques, c'est vraiment l'expertise collective. Et c'est là où il faut des arrêts. Et je voudrais mentionner, parce que j'avais trouvé que c'était un exercice absolument formidable, la réunion qui avait été organisée par l'ONF en 2005, l'exercice était tout simple. Il y avait des chercheurs qui avaient fait des présentations, et en fait, c'était les auditeurs qui avaient fait les résumés des présentations à la sortie. Et on voit ce qui est passé et ce qui n'est pas passé. Et on pourrait le faire dans l'autre sens. Hein. Pardon. Donc oui, ce que je disais, donc cet exercice où il y avait des présentateurs, en l'occurrence c'était les chercheurs qui avaient présenté, et c'était les gens qui avaient écouté, qui ont retranscrit, qui ont écrit les articles. Après, et donc on voit qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui n'est pas passé, on pourrait le faire dans l'autre sens. Donc je crois qu'il y a des arènes comme ça, bon, le RMT, ça a été dit, voilà. Moi j'avais encore une petite question sur
Quand on parle de gestion adaptative, il y a deux termes, il y a gestion et adaptative. Alors, la gestion, ça veut dire qu'on pilote, et qu'on pilote dans un but, semble-t-il. Donc, je me pose toujours la question, quand on parle de l'adaptation au changement climatique, si l'on essaie finalement de compenser les effets du changement, si l'on essaie d'accompagner les effets du changement, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et dans les problèmes de conservation-restauration, on est aussi confronté à ces questions. La Camargue, elle risque d'être sous les eaux d'ici la fin du siècle. Alors qu'est-ce qu'on essaie de faire? De compenser, c'est-à-dire de maintenir la Camargue hors de l'eau, ou on accompagne le changement, c'est-à-dire qu'on accepte que la Camargue disparaisse. Là, je schématise un peu. Alors quelle est votre réflexion dans ce domaine? C'est une question un peu difficile, je vais essayer de porter des éléments. Donc dans la gestion adaptative, effectivement, hein, c'est définir, étant donné l'ensemble des connaissances qu'on a sur un problème, donc par exemple l'adaptation au changement climatique, qu'est-ce qu'on a comme technique possible à mettre en œuvre qui mériterait une expérimentation qu'on pourrait mener. Là où j'ai un peu plus de mal, si vous voulez, dans ce que vous proposez, c'est le côté expérimentation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a un peu derrière un aspect coût-bénéfice, si vous voulez. Quel va être le bénéfice de mettre en place des actions si il n'y a aucun moyen, in fine, de pouvoir les mettre en œuvre. Par exemple, si la Camargue est sous l'eau, bon, je veux dire, quel va être le coût d'essayer de mettre en place des expérimentations et quel va être le bénéfice restitué, in fine, à ces échelles-là. Bon, il y a beaucoup de projets de gestion adaptative qui ont avorté parce qu'en fait, ça coûtait beaucoup trop cher. Les institutions n'arrivaient pas à maintenir le cap, le leadership. Et donc, l'expérience prouve qu'il faut essayer de ne pas être trop ambitieux dans ces projets-là et qu'il faut commencer doucement pour que les gens se parlent, que les chercheurs et gestionnaires justement aient des espaces de débat qui puissent se mettre en place et pour faire des projets qui aient une viabilité en termes de coûts par rapport aux bénéfices attendus et aussi en termes de leadership et de faisabilité, quoi. Donc là, je ne sais pas si c'est une réponse, mais en tout cas, l'accompagnement me semble en tout cas être aujourd'hui moins coûteux et plus aisé à réfléchir dans ce cadre-là que la compensation avec l'exemple dont vous avez parlé. Quand on parle de forêt, par exemple, on peut se poser la question, est-ce qu'on essaie de maintenir la production d'un système forestier dans un but précis, ou est-ce qu'on essaie de maintenir une certaine biodiversité? Est-ce qu'on essaie, ou au contraire, est-ce qu'on accepte la possibilité que d'ici 50 ans, il y ait autre chose? Et dans ce cas-là, c'est une rupture complète. Je veux dire qu'on n'est plus du tout dans la même logique. Voilà, c'est mon interrogation. C'est intéressant ce que vous dites, parce que l'idée de la gestion adaptative, c'est de dire qu'il y a plusieurs avenirs possibles. Justement, quand j'ai montré les approches, et notamment l'apport des modèles, justement, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait des études et des processus de décision, on essaie d'incorporer le maximum d'éléments possibles. Donc aujourd'hui, par exemple, à RSTA, mais aussi à l'INRA et de façon plus générale, les modèles intègrent de plus de composantes de gestion, des composantes économiques, des composantes de filière. On essaie de faire la qualité, c'est pas toujours évident, des produits. On essaie d'avoir des idées de la valeur esthétique, de ce qu'on connaît aujourd'hui sur les attentes sociétales, sachant que demain ce ne seront peut-être pas les mêmes, etc. Et c'est là où le modèle peut nous permettre, au moins par rapport aux connaissances actuelles, de dire bon, tel scénario de gestion, a priori, offre un bon compromis sur l'ensemble des services qui peuvent être rendus. Mais on peut aussi se dire, il n'y a pas de compromis possible, il faut faire des choix, et donc on va faire un scénario de production, un scénario plutôt biodiversité, voilà. Et c'est ça aussi la gestion adaptative, c'est peut-être diversifier des gestions, c'est pas forcément une gestion optimale. Voilà, Un autre éclairage peut-être un peu différent, on se disait avec François que votre question, ça appelait une réponse en termes de seuil. C'est-à-dire qu'il y a probablement des seuils qui, lorsqu'ils sont franchis, nous obligent à passer de la compensation à l'acceptation et à l'accompagnement. Et en matière de productivité, il est clair que la productivité d'un peuplement forestier, elle est liée au climat. Quelle que soit la gestion que l'on fait, il y a des limites
il y a une sorte de limite de majoration de la productivité potentielle. On sait bien que les forêts espagnoles sèches produisent moins que les forêts allemandes pour des raisons bioclimatiques. Hein. Donc forcément, le changement climatique, ça va nous amener, nous en France, on est à la limite, par exemple, on a la limite entre les forêts méditerranéennes qui sont quand même assez peu productives et les forêts tempérées. On se doute bien qu'avec le changement climatique, il va y avoir un certain nombre d'hectares de forêts qui vont basculer dans du non peu productif. Je ne suis pas sûre que ce soit bien clarifié encore dans les esprits, mais c'est un travail à faire. Mais globalement, en forêt, nos moyens d'action sur le milieu restent quand même limités. On est dans une gestion extensive, donc on sera plus souvent, je pense, dans l'accompagnement que dans réellement la compensation. Mais on va tenter de compenser jusqu'au franchissement de ces seuils. Merci. Et alors, question complémentaire, est-ce qu'on peut irriguer les forêts? Un projet extrêmement intéressant qui s'appelle Climateur, dans lequel il y avait à la fois de l'agriculture et de la forêt. Et une chose, moi, qui m'a frappée, je suis forestière et pas du tout agronome, c'est que les leviers d'adaptation sont totalement différents entre l'agriculture et la forêt. En agriculture, on peut agir sur les dates de semis, sur l'irrigation, etc. En forêt, on est dans un système qui est beaucoup moins interventionniste et dans lequel on ne peut pas faire tout ça. Donc ça se pose dans des termes différents. Oui, je crois que cette séance a été très riche et vouloir conclure ou synthétiser serait un peu prétentieux. Je vais faire quelques commentaires. Tout d'abord, et on l'a entendu à plusieurs reprises, le terme d'adaptation doit être considéré dans tous ses sens. L'adéquation du système biologique à son environnement, à un instant donné, le processus évolutif lui-même, ou l'action anthropique. Il faudrait aussi parler d'adaptabilité, c'est-à-dire de la capacité d'un écosystème à évoluer, à s'adapter. Et puis, dans un tout autre sens, le terme gestion adaptative, qui utilise la même racine, comme je le disais, ce concept, je crois, a été bien clarifié, parce que c'est un peu confus dans les esprits, notamment chez les forestiers, et était bien clarifié par Thomas Cordonnier. Face au changement, il s'avère non pertinent et même impossible de chercher à figer un idéal, c'était dit par François Lefebvre, un idéal de peuplement forestier à moyen ou long terme. En effet, les incertitudes, on l'a rappelé, sont nombreuses. Elles concernent le changement climatique lui-même, les réponses biologiques à des conditions finalement jamais expérimentées ou rencontrées, le comportement d'un écosystème très complexe, ou l'impact à moyen terme des mesures adaptatives. Tout ça fait que le principal défi est plutôt de guider la gestion à partir de ces impacts probables sur des trajectoires du système. François Lefebvre l'a rappelé. L'autre commentaire, c'est que le fonctionnement des écosystèmes forestiers doit être appréhendé dans une perspective dynamique où le facteur temps est essentiel. Rapidité des changements, mais aussi fréquence des événements extrêmes dont on a peu parlé aujourd'hui et qui affectent évidemment encore plus que les changements continus gravement les forêts et les temps de réponse des écosystèmes forestiers eux-mêmes. Pour relever le défi de l'adaptation d'écosystèmes complexes comme les forêts, il faut comprendre les processus en jeu. Et on l'a vu à travers les trois exposés, et en particulier celui de François Lefebvre, et les intégrer dans des modèles permettant de réaliser une pluralité de scénarios. Je crois que ça, c'est important, d'avoir cette palette de scénarios. Et les modèles de processus ont à cet égard un très grand intérêt. Myriam l'a souligné, et François l'a bien montré à travers les approches innovantes qu'il nous a présentées. On a parlé de résilience des écosystèmes face au changement, et souvent on interprète la résilience comme un retour à l'état précédent, avant un choc ou une crise.
Mais je pense qu'on l'interprète souvent en termes de retour à l'identique, ou quasi identique, en termes de composition et de structure. Mais qu'il faudrait raisonner aussi en termes de résilience des fonctions. Et fonctions, toutes les fonctions ont bien un service qu'on a évoqué. Le retour à, bien souvent, le retour à une composition et une structure initiale, c'est sans espoir. On a vu ici, à travers les exposés, qu'il existe des marges de manœuvre pour l'action. Myriam Leguet nous en a présenté, très concrètes, avec peut-être les perspectives les plus opérationnelles concernant le choix des essences dans un contexte de climat changeant. La gestion adaptative appliquée à l'adaptation au changement climatique présente, malgré les imperfections et les limites que Thomas a soulignées, une avenue intéressante pour cette problématique de l'adaptation au changement climatique, et il a précisé, à condition qu'un certain nombre de prérequis soient satisfaits, comme bien cibler les questions de gestion qui peuvent se traduire en termes d'itinéraire technique, aussi bien cibler les zones et les espèces, celles qui sont les plus menacées, et là aussi, ce n'est pas une surprise, faire appel aux modèles parce qu'ils sont indispensables. Donc c'était, à mon avis, une séance très riche, encore une fois, qui nous rend humbles aussi, parce que la complexité des problèmes auxquels on a à faire face et des incertitudes qui y sont liées fait que c'est un problème éminemment difficile. Et pour terminer, je voudrais citer une phrase du célèbre joueur d'échecs Anatoly Karpov, qui disait « La tactique consiste à savoir quoi faire, quand et où il y a quelque chose à faire. La stratégie consiste à savoir quoi faire quand il n'y a rien à faire, apparemment. » Dans l'adaptation des forêts au changement climatique, mais je pense que tactique et stratégie sont hautement nécessaires. Les trois exposés, d'ailleurs, de cet après-midi, l'illustrent bien. Je vous remercie.